Allez. Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là. C'est un peu spécial d'animer comme ça un atelier à distance. Mais au moins, comme je disais à une de vos collègues, ça nous évite d'avoir besoin de porter le masque. Donc, au moins, ça va avoir ça de positif. Avant de débuter, on m'a demandé de vous spécifier que cette rencontre-là était pour être enregistrée. Voilà, maintenant vous savez que si vous posez des questions ou quelque chose comme ça, que c'est enregistré. Donc, c'est ce que je voulais vous nommer dans un premier temps. Aussi, tout au long de la présentation, si vous voulez poser une question, je vous encourage à lever votre main ou tout simplement allumer votre micro ou l'écrire dans la zone de clavardage. Puis moi, de temps en temps, je vais aller voir dans la zone de clavardage s'il y a des questions. Donc, bien entendu, plus c'est interactif, mieux c'est. Donc, j'ai aucun problème à ce que vous me posez des questions, là, même si on est à distance. Puis à ce moment-là, si vous en avez envie, vous pourrez allumer votre caméra pour pas que je me sente trop seule pendant l'atelier. Donc, pour l'instant, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Un instant, s'il vous plaît. Là, j'essaie de... Ça commence bien. Donc, aujourd'hui, premièrement, je vais me présenter. Je vais vous expliquer pourquoi faire un portrait de classe pour justement développer la compétence à écrire dans votre classe. On va discuter des sphères d'intervention en écriture, la marche à suivre pour faire un portrait de classe. Ensuite, vous allez faire un profil du scripteur pour vrai. On va établir le portrait détaillé de cette classe-là. En fait, chaque participant va avoir un élève à établir le profil du scripteur. Puis ça va comme être notre classe. Donc, à la toute fin, on va pouvoir faire le portrait détaillé, le portrait global de la classe. Et si le temps nous le permet, les stratégies à privilégier. Mais ça, c'est si le temps nous le permet. Donc, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire comment tout ça a commencé. En fait, tout ça a commencé l'année passée, l'idée de faire un portrait de classe avec la naissance de notre nouveau projet éducatif, dans lequel on doit aider les élèves à améliorer leurs compétences en littératie, donc bien évidemment en lecture et en écriture. Puis on cherchait un moyen de mieux connaître nos élèves. Donc, bien sûr, on peut toujours savoir si un élève, par exemple, arrive du secteur des jeunes, a eu un plan d'intervention, est-ce que c'est un élève avec mesure, sans mesure, est-ce qu'il est dyslexique? On peut savoir un paquet de choses, mais ce qu'on voulait savoir, c'est avoir des informations plus précises sur les difficultés rencontrées par les élèves de nos groupes, mais aussi de connaître leurs forces. Donc, pour utiliser les forces, pour aller pallier, puis pour aller aider ces jeunes-là à relever des défis. Donc, on a commencé à établir, je me suis rappelée à un moment donné avec le service des ressources éducatives au Centre des services scolaires des affluents, qu'on avait travaillé beaucoup avec le référentiel d'écriture, le référentiel d'intervention en écriture. Donc, c'est de ça dont on s'est inspiré pour faire les portraits de classe et le profil du scripteur. Et depuis le début de l'année, on s'amuse à faire ça dans nos classes de français FBC et dans nos classes de francisation. Donc, s'il y a des enseignants de francisation dans la salle, je vais faire régulièrement des liens avec cette clientèle-là. Et je suis en train de réfléchir à une façon de pouvoir vivre ce projet-là aussi dans des classes qui ont plus d'élèves, comme par exemple le FBD. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais savoir ce que vous connaissez. Selon vous, c'est quoi un portrait de classe et surtout à quoi ça sert? Donc, pour répondre à ça, je vais vous mettre un petit lien dans le clavardage. Attendez-moi un instant. Comme ça, vous allez pouvoir, on appelle ça un Answer Garden. Donc, le Answer Garden va pouvoir vous permettre de répondre comment je pourrais dire, live à c'est quoi un portrait de classe selon vous et qu'est-ce que ça permet de faire, là, à quoi ça sert. Donc, je mets le lien dans la barre de clavardage. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que quelqu'un peut... Ça fonctionne. Donc, vous avez seulement qu'à entrer dans « Que connaissez-vous des portraits de classe ?» Vous avez juste à rentrer votre réponse.
et tout va apparaître de manière automatique. Amélie, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Merci. Oui. Donc, je vais aller cliquer dessus pour qu'on puisse voir vos réponses s'afficher parce qu'en théorie, je serais supposée les voir s'afficher directement dans le document. Est-ce que vous rentrez des réponses pour l'instant? Ah, permis de... Oui, voilà, je vois permis de cibler. Est-ce que des participants qui tentent d'entrer des réponses et que ça ne fonctionne pas? C'est pas évident, on a une limite de 20 caractères. Pour vrai? Ouais. OK. Ça explique tout. Oui, c'est peut-être qu'il y a des gens qui cherchent comment formuler là. Ah, ouais, désolé. J'ai eu à gérer ça. J'ai écrit sous-groupe. Ah, c'est bon, ça. C'est très clair pour moi, sous-groupe. On se comprend. On se comprend. Je vois que Mme Millette me dit « Je tente, mais j'ai juste 20 caractères. » Donc, écrivez à Mme Millette dans le clavardage. Comme ça, je vais pouvoir quand même nommer votre réponse. Et on me dit que je devrais rafraîchir la page pour obtenir les autres réponses. OK. Wow! OK, là, ça fonctionne. Merci, Madame Florence. Alors, je vais avoir besoin des élèves. Adaptation permet de planifier, cibler des difficultés, permet de cibler, difficulté des élèves, connaître les élèves, sous-groupe, intervention, force, attitude, qui sont nos élèves. Madame Marinsky, si vous n'arrivez pas à taper, c'est peut-être parce que vous mettez trop de caractères. C'est un maximum de 20, mais oui, je le vois en plus, c'est écrit juste en dessous. Donc, on va faire comme on demande à nos élèves, faites juste rentrer un mot-clé. On va se débrouiller avec ça. Je vais rafraîchir encore la page. Est-ce que vous voyez à l'écran justement les réponses de vos collègues qui ressortent ou vous me voyez encore moi et mon PowerPoint? On voit les réponses des collègues. Là. Parfait, merci. Alors, j'ai quelqu'un qui ajoute aussi dans le clavardage, connaître les forces et aussi les faiblesses de ses élèves. Donc voilà, je vais laisser encore une petite minute pour compléter le tout. Je vais ajouter force. Au lieu de marquer faiblesse, pour être sûr que ça rentre, je vais marquer et défi. Voilà. Donc, on voit bien, hein, je pense qu'on sait tous un petit peu à quoi sert le portrait de classe. Donc, c'est de découvrir qui sont nos élèves, de cibler leurs difficultés, de bien les connaître. Je vois aussi provenance élève aussi qui s'est ajouté, de planifier des objectifs,
Donc, permet de planifier, de s'adapter, de créer des sous-groupes. Okay? Donc, ça, c'est toutes les réponses qui sont ressorties. Donc, maintenant, je vais vous dire, donc, pourquoi faire un portrait de classe? Donc, vous l'avez bien nommé, pour recueillir des informations qui portent sur des éléments qui sont franchement très significatifs au niveau des stratégies rédactionnelles, de l'orthographe, mais aussi de la syntaxe. Bien entendu, on peut se payer la traite et aller chercher des données sur la motivation, mais aujourd'hui, on va principalement s'intéresser aux stratégies rédactionnelles, à l'orthographe et à la syntaxe. On veut mettre l'accent sur la prévention. On veut éviter le plus possible, grâce à un portrait de classe, d'intervenir de manière trop tardive. Donc, on veut aller au-devant, donc faire de la prévention. On veut créer des sous-groupes de besoins pour ceux, par exemple, qui pourraient bénéficier de soutien ou de faire du petit groupe en classe, mais aussi pour faire des regroupements si vous êtes amené à faire de l'enseignement à distance à cause d'une éventuelle pandémie. Donc, pour intervenir rapidement dès l'apparition des difficultés et intensifier certaines interventions lorsque les difficultés persistent. Faire un suivi constant des interventions réalisées et des progrès des élèves. Donc, on fait une multitude d'interventions. S'il n'y a pas de progrès, on modifie l'intervention. Ou si on voit qu'il y a une amélioration, on peut continuer à utiliser cette intervention-là ou cette stratégie-là pour aider les élèves à s'améliorer puis à développer justement des nouvelles compétences et être plus habile avec l'utilisation de certaines stratégies. Pardon, j'ai perdu ma petite souris, donc j'essaie d'avancer ma présentation et ça ne fonctionne pas. Voilà. Pour choisir nos interventions et leur fréquence et prendre des décisions relatives à leur poursuite ou à leur intensification. Donc, pour faire ça, bien, on s'appuie sur les sphères d'intervention en écriture. Donc, c'est vraiment les cibles qui sont reconnues par la recherche comme étant des éléments vraiment les plus porteurs pour soutenir le progrès en écriture. Donc, les voici. Donc, la motivation et l'engagement dans la tâche, les stratégies rédactionnelles et l'orthographe, la syntaxe et l'orthographe. Ces trois-là, ils sont interdépendantes. Donc, si les trois se développent au fur et à mesure, bien, plus on va avoir un élève qui va développer sa compétence à écrire. Donc, bien entendu, si on n'est pas motivé, bien, on ne fait pas un plan. Si on ne fait pas de plan, bien, on a la difficulté à faire une mise en texte. Si on a la difficulté à faire une mise en texte, bien, notre syntaxe et notre orthographe vont en souffrir. Fait, puis on peut le reprendre d'une autre façon aussi. Si on a de la difficulté en syntaxe et en orthographe, bien, on n'est pas motivé. Si on n'est pas motivé, on ne veut pas prendre le temps de faire un plan. Donc, c'est vraiment comme une spirale. Donc, si ces trois cibles-là, ces trois sphères d'intervention-là, plus elles vont être développées, plus nos élèves vont développer des habiletés en écriture. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Est-ce que je parle trop vite? Parce que des fois, quand je m'emballe, puis je suis bien de bonne humeur ou que je suis bien contente, des fois, je parle un petit peu trop vite. Donc, n'hésitez pas non plus à me le dire. Puis, si vous avez des questions, est-ce que ça va pour le moment? Tout est parfait. Merci de me rassurer, Mme Bourbeau. Alors, je vais vous les décrire un petit peu plus, les trois sphères d'intervention, mais je veux juste vous dire, par exemple, qu'aujourd'hui, j'ai pas le goût, j'ai pas le goût, surtout qu'on est à distance, on n'ira pas trop loin dans la théorie. Mon but, c'est vraiment de vous le faire pratiquer concrètement pour qu'après ça, vous puissiez le faire, si vous le désirez, dans votre classe. Donc, la théorie, je vais passer quand même assez rapidement, mais comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, ça va me faire plaisir. Donc, plus précisément, quand on parle de stratégie rédactionnelle, on parle de la planification, de la mise en texte, de la révision et de la correction, et dans la vraie vie, la mise au propre et la diffusion. Cependant, pour faire le portrait de classe, on n'ira pas voir la mise au propre. On va vraiment s'intéresser plus particulièrement aux quatre autres stratégies rédactionnelles qui sont la planif, la mise en texte, la révision et la correction. Des fois, j'ai des enseignants qui me demandent, Amélie, c'est quoi la différence vraiment entre une révision et une correction? Quand on parle de révision, c'est vraiment l'amélioration du texte. D'ajouter, de supprimer, substituer, déplacer des mots, des phrases, des paragraphes, des idées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'écris un texte, il y a des flèches partout, il y a des ratures, il y a des couleurs assez que souvent, je ne me retrouve même plus.
Tellement que quand il y a eu l'arrivée de l'ordinateur dans ma vie, je n'arrivais pas à écrire un texte directement à l'ordinateur. Je ressentais le besoin d'écrire sur des feuilles lignées pour pouvoir justement faire ma révision. OK? Tandis que la correction, c'est davantage pour tout ce qui est orthographe lexicale, orthographe grammaticale. OK? Donc, c'est deux choses qui sont distinctes. En ce qui a trait à la syntaxe et en orthographe, on va aller regarder plus en profondeur la syntaxe, la ponctuation, l'orthographe d'usage, donc tout ce qui est phonétique, les sons, le sens du mot, l'intérieur du mot et le E muet, et les homophones lexicaux. Pour les élèves de francisation, j'ajoute une petite colonne. J'ajoute une petite colonne langue maternelle. Je m'explique. Un élève qui écrirait tant, T-E-N-T, au lieu de dans, D-E-N-T, venant d'un francophone, c'est une erreur phonologique. Mais un élève qui écrirait, par exemple, là, parce que je cherche un exemple, ça ne me vient pas, le lendemain à la place du lendemain, mais là, on sait que c'est à cause de comment il prononce le nom. C'est dû à une erreur de sa prononciation, lui, due à sa langue maternelle. Donc, ce n'est pas l'erreur du son en tant que tel, c'est l'erreur de lui, comment est-ce qu'il dit le son. Donc, lui, il l'écrit comme il dit. Donc, j'ai ajouté une colonne spécifique pour les enseignants de francisation. Et ensuite, l'orthographe grammaticale, donc genre et nom, et les terminaisons verbales. Bien entendu, quand on fait le profil du scripteur, c'est important de toujours se référer à la progression des savoirs, donc de vraiment aller prendre en note ce qui est à évaluer pour le niveau dans lequel, ou pour le cycle dans lequel l'élève est inscrit, et de ne pas oublier de laisser les autres de côté parce que sinon, ça peut devenir décourageant pour l'élève aussi. Donc, c'est vraiment d'utiliser une progression des savoirs dans le but de vraiment bien cibler ce qui est acquis selon, en fonction du niveau ou à améliorer. Pour la motivation, on peut aller chercher des petites données sur la perception de la valeur de la tâche. Donc, est-ce que c'est important pour l'élève qui dirait, ben, c'est quoi l'utilité, c'est quoi l'intérêt? Aussi, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je vais réussir à compléter la tâche? Puis aussi, bon, la perception de la contrôlabilité de la tâche. Donc, est-ce que je suis capable de gérer le travail? Est-ce que je suis capable de prendre des décisions? Est-ce que je suis capable d'évaluer combien de temps ça va me prendre? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? Qu'est-ce que je vais avoir besoin pour réaliser ma tâche? Donc, grosso modo, nos 3 sphères d'intervention en écriture, c'est ces 3-là. Puis plus spécifiquement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est la syntaxe et l'orthographe et les stratégies rédactionnelles. Là, je vous le dis, c'est vraiment très tentant d'aller donner des commentaires précis sur le contenu. Hein. On a le goût de faire ça, mais non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement les stratégies rédactionnelles, la syntaxe et l'orthographe. Ça va? Est-ce que c'est clair pour les 3 sphères d'intervention en écriture? Yeah! J'ai toutes des oui! Donc, parfait. Donc, on va poursuivre dans ce cas-là. Donc, maintenant, je vais commencer à vous expliquer la marche à suivre. Donc là, vous l'avez bien compris, l'idée, c'est de faire un profil du scripteur. Pardon, je ne regarde pas à la bonne place. De faire un profil du scripteur pour chaque élève. Pour ensuite aller faire notre portrait de classe qui va nous permettre de choisir des interventions pour aider les élèves à développer leurs compétences en écriture. Donc là, on est là. Là, on commence. La marche à suivre. Alors, dans un premier temps, quand vous allez préparer votre activité pour faire faire à vos élèves, pour faire le profil de scripteur de vos élèves, vous allez devoir faire le choix d'un genre de texte à écrire. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, les exemples que vous avez chacun reçu un exemple d'élève. J'ai des exemples qui vous ont été distribués de classe FBC. OK? Donc, une enseignante FBC qui nous a fourni des textes et une de nos participantes, je ne sais pas si elle veut se nommer, qui a fait faire le texte à ses élèves pour un groupe de secondaire 3 et 4. Bien entendu, aujourd'hui, ce n'est pas important tant que ça de connaître le signe, mais c'est juste pour vous donner une idée.
Puis aussi, dans les centres de services scolaires des affluents, on le fait régulièrement à toutes les sessions, à toutes les sessions depuis le mois de septembre, là, en francisation, et on voit vraiment des améliorations assez importantes avec les élèves. Là. On voit vraiment une différence entre le profil de scripteur qu'on a fait en septembre et celui qu'on est en train de faire maintenant pour la francisation. Et Chantal Caillé écrit « C'est moi, principalement du secondaire 3 ». Donc, c'est Chantal qui a eu la gentillesse de nous fournir des textes principalement de troisième secondaire pour l'activité que vous allez vivre aujourd'hui. Merci encore, Chantal. J'apprécie beaucoup. Donc, vous allez faire le choix d'un genre de texte à écrire. S'il y a des enseignants de francisation, juste faire attention. On essaie d'éviter le plus possible le texte argumentatif parce qu'on le sait qu'il y a dans certains pays où de dire son opinion, ce n'est pas monnaie courante, ce n'est pas une pratique courante. Donc, on évite le texte d'opinion. On évite aussi « Raconte-moi ta première journée au Canada ». On veut aller un petit peu plus loin dans le lexique qu'il pourrait avoir à utiliser. Bien entendu, je recommande le profil du scripteur, peut-être plus pour les niveaux 5 à 8 de francisation, étant donné que 1 à 4, on est plus dans les niveaux débutants où on travaille plus la production orale, la conversation, la compréhension orale. Donc, vous faites le choix d'un texte à écrire. Vous expliquez aux élèves aussi le but de l'exercice. Alors, pourquoi vous leur faites faire ça? Bien, c'est pour les aider à s'améliorer puis pour cibler les interventions. Important, dépendamment des niveaux, habituellement, on donne 75 minutes pour faire le texte. Mais parfois, en FBC ou au présecondaire, on pourrait mettre un petit peu moins de temps. Mais en général, 75 minutes au total, c'est suffisant. Et c'est vraiment juste ça dont on a besoin. On peut faire une petite mise en situation qui permet aux élèves d'échanger sur le sujet, l'intention d'écriture, le destinataire, donc d'activer les connaissances antérieures. Je prends par exemple une des enseignantes, elle a mis la bande-annonce du film « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Elle voulait que les élèves rédigent une suite ou racontent comment ça se passe dans la vie d'un personnage, choisir un personnage puis dire comment est-ce qu'elle se sent et la suite faire comme la vie de cette personne-là à travers l'histoire. Donc, c'est sûr que la bande-annonce, ça va très vite. Donc, ça parle justement de mariage mixte. Donc, elle a amené le sujet. Ils ont discuté un petit moment là-dessus. Bien entendu, quand on fait la mise en situation, petite erreur qu'on a fait la première fois, on écrivait toutes les idées des élèves sur le tableau blanc à ne pas faire. Je vous explique bientôt pourquoi. On va demander aux élèves d'écrire un texte et de rester actifs tout au long. On veut voir comment est-ce qu'ils se comportent. On veut voir si après 20 minutes, ils vont dire « Madame, monsieur, j'ai fini ». Donc, on leur demande le plus possible de rester actifs. On veut voir justement jusqu'où ils sont capables de faire une nouvelle révision. Il n'y a pas de nombre de mots prescrits. Donc, c'est vraiment libre. On distribue une feuille blanche pour choisir et organiser des idées. Alors, c'est pour ça que je vous recommande de ne pas écrire les idées sur un tableau blanc parce qu'à ce moment-là, ils n'utilisent pas du tout la feuille blanche. Déjà qu'ils sont souvent tentés, nos élèves, de ne pas faire de plan, de ne pas faire d'organisateur graphique, pardon. Donc, si en plus on écrit les idées sur le tableau blanc, ils risquent de juste se référer à ça. Puis, ce n'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment une feuille blanche, hein? Pas de plan, rien. On veut vraiment voir comment est-ce qu'ils se débrouillent avec ça. Encore une fois, petite proposition. On a remarqué la première fois qu'on avait donné la feuille blanche en même temps que le cahier ligné pour que l'élève écrive. Tout de suite, ils ont voulu faire un brouillon. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la feuille blanche, on leur donne 5-10 minutes pour commencer à écrire leurs idées, pour les forcer un peu à écrire leurs idées, puis par la suite, là, on distribue les feuilles lignées parce que sinon, ils écrivent directement sur les feuilles lignées. Là. Ils essaient de contourner le système. Pour vos élèves qui ont le droit à des mesures adaptatives, bien entendu, ils peuvent et doivent les utiliser. Mais vu qu'on veut voir les traces, on va demander à l'élève de faire 2 sauvegardes. Donc, ils vont faire une sauvegarde écrite version 1, puis après ça, une version corrigée qu'ils vont sauvegarder sous le nom de version 2, par exemple, pour qu'on puisse vraiment bien voir la différence entre les 2 textes. Est-ce que ça va pour l'instant? On distribue des feuilles lignées pour la rédaction. On demande aux élèves d'écrire à l'encre et à double interligne et de ne pas utiliser le liquide correcteur. On veut vraiment tout voir
tout le travail qu'un élève est capable de faire sur le texte, on veut tout voir, on ne veut pas que ça ait de secret pour nous. S'ils ont des doutes orthographiques, ils peuvent les identifier avec un astérisque. Même s'ils corrigent à la fin, soit à l'aide d'un dictionnaire ou d'un Becherel, pas de problème, on leur demande le plus possible de laisser l'astérisque. Comme ça nous permet de voir des fois c'est comme un type d'erreur en particulier ou un type de mot en particulier sur lequel les élèves accrochent. C'est le fun de pouvoir faire ce constat-là parce que, je vous le dis, de faire ce genre de texte-là sans avoir à trop regarder le contenu, c'est une mine d'or d'informations. Et on demande aux élèves de prendre un stylo d'une autre couleur pour faire leur correction, de même qu'une analyse grammaticale. Bon, là, c'est sûr que d'habitude, dans la vraie vie, on demande aux élèves de corriger tout le texte. Là, ils n'auront peut-être pas le temps. Donc, 10 minutes avant la fin de la période d'écriture, on leur demande de cibler 2 phrases, de bien les identifier et de faire leur stratégie de correction. S'il y en a qui font des flèches, il y en a qui utilisent des codes de couleurs. Ici, j'ai une enseignante, elle appelle ça la méthode du chapeau. Bon, c'est tout ce que les élèves font habituellement pour corriger. Donc, on veut vraiment bien voir s'ils sont capables d'appliquer un code d'autocorrection. Avant que vous me posiez la question, souvent je me fais demander par les enseignants, oui, mais c'est quel genre de texte qu'on leur fait écrire? En FBC, nos élèves ici, ce qu'ils ont eu besoin de faire, ils devaient écrire une lettre d'opinion à la direction pour dire s'ils préféraient, s'ils croyaient que c'était préférable qu'en classe, qu'il y ait une animation, que ce soit seulement de l'individuel. J'ai une autre enseignante, comme je vous le disais précédemment, elle a utilisé une bande-annonce, puis elle a demandé de faire une suite à cette histoire-là. En francisation, on a eu comment ça s'est passé? Bon, la première fois que je suis allée à l'épicerie au Québec, que j'ai pris le métro, en tout cas, il y en avait plusieurs, mais on avait spécifié qu'on voulait que l'élève nous raconte comment ça s'était passé la première fois, maintenant comment ça se passe, et si tu avais un conseil à donner, quel serait-il à un nouvel arrivant? Parce qu'on voulait vraiment pouvoir observer si l'élève était capable d'utiliser le passé, le présent et le futur. Donc, on a donné des spécifications comme ça. Ça peut être c'est ça, la suite d'une histoire, ça peut être une correspondance avec un autre élève, le récit d'un souvenir. OK? Mais comme je vous dis, il n'y a pas de plan de texte à faire respecter. L'idée, c'est vraiment de l'écriture libre pour voir au maximum comment l'élève se débrouille. Les élèves de francisation, encore une fois, si c'est un sujet pour lequel le lexique, le vocabulaire n'a pas été vu dans une des intentions de communication, ça peut être intéressant pendant votre mise en situation de faire comme une espèce de tempête d'idées pour développer un vocabulaire puis qu'ils aillent chercher des mots. Donc, demandez à chaque élève de nommer 1 ou 2 mots en lien avec le sujet. Sinon, ils vont passer leur temps dans leur dictionnaire bilingue pour traduire, puis ils vont perdre beaucoup de temps à chercher des mots. Alors que nous, ce qu'on veut voir le plus, c'est comment ils se débrouillent dans la rédaction des phrases. Est-ce qu'il y a des questions pour la marche à suivre? Bon, ça va super bien. Pas de questions? Parfait. Donc, voici ce que vous aurez besoin pour faire le profil du scripteur et le portrait de classe. Je vais vous montrer des exemples. Puis de toute façon, vous êtes supposé avoir reçu chacun un courriel avec ces documents-là. Est-ce que tout le monde a reçu le courriel en question? Si vous ne l'avez pas reçu, juste me faire un petit... Oui, OK. Oh! Je vais donner la parole à Madame Guimont. Je vais essayer d'ouvrir ton micro. Oui! Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Oui. Je peux faire. Oh, elle est en pyjama. Elle est en pyjama. C'est juste que j'ai pas l'habitude de l'ouvrir. Mais là, je suis contente, je vais parler à quelqu'un. Allô? On me voit? Oui, ouais, moi, je te vois en tout cas. Super. En fait, j'ai une question sur l'étape qui vient de nous être présentée juste avant, là, le déroulement, dans le fond. Oui. Vous avez mentionné que c'était 75 minutes. Oui, à peu près. Bon.
Est-ce que les élèves, ils sont accompagnés comme dans l'organisation de ce 75 minutes? Peut-être vous l'avez dit, là, puis j'ai comme manqué l'information, mais où ils sont vraiment libres là, de comme s'organiser dans leur temps. Est-ce que... Oui, ils sont libres de s'organiser dans leur temps. Le seul moment où peut-être on intervient davantage, c'est de donner un petit 10 minutes au début avec juste la feuille blanche et de nommer 10 minutes avant la fin. OK, guys, c'est le temps de cibler 2 phrases puis de faire le processus d'autocorrection. Donc, le reste du temps, on écrit le temps qui reste au tableau, mais sans plus. L'élève est libre de gérer son temps comme il le désire. Bien entendu, si un élève a besoin d'aide ou pose des questions ou il a besoin d'un coup de pouce aussi pour avoir des idées, il n'y a pas de problème. C'est faisable. L'important, c'est juste de le prendre en note dans les observations. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Oui, parfait. Donc, ce dont vous aurez besoin, là, ne vous inquiétez pas, ça a l'air d'être beaucoup de stock et c'est sûr que la première fois, c'est une démarche c'est pas une démarche qui est courte à faire, mais ça vaut vraiment la peine. Puis plus ça va, plus on devient habile. Donc, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de matériel. Donc, si on peut vous accompagner avec ça, c'est bien. Oups, pardon. J'oublie toujours quand ma petite souris est rendue sur l'autre écran, puis là, je touche à la mauvaise chose. Alors, pour faire le profil du scripteur, qui est comme notre première étape, vous allez avoir besoin d'une grille stratégie rédactionnelle que vous avez reçue par courriel. Vous avez reçu une grille stratégie rédactionnelle vierge. Elle est inspirée, comme la plupart des documents que je vous présente aujourd'hui, du référentiel d'intervention en écriture. Une grille d'analyse individuelle. D'une progression des savoirs. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire, là, comme par exemple, Chantal, qui enseigne secondaire 3, mais si elle a eu un élève qui, lui, est en FBC, ben, elle peut quand même le corriger comme s'il était en secondaire 3. C'est vraiment juste pour se pratiquer aujourd'hui. Mais en temps normal, vous auriez besoin d'une progression des savoirs, juste pour être sûr de pénaliser ce que, bien pas pénaliser, mais de prendre en note ce que vous devez prendre en note. Aussi, il y a un petit questionnaire qui s'appelle « Qu'est-ce que je pense des tâches d'écriture ?» que vous pouvez faire remplir à vos élèves qui vous permet d'aller chercher des petites informations sur la motivation. Et aussi, un document rétroaction. Le document rétroaction, moi, je l'aime beaucoup parce que quand on a terminé le profil du scripteur, on a fait un petit document d'un côté qui est écrit « Mes forces », de l'autre « Mes défis » et en dessous, des moyens, des stratégies pour aider l'élève à s'améliorer. Donc, ça donnait vraiment à l'élève un but, donc un objectif précis à atteindre. Donc, ça me ramène au début, quand on a fait le Answer Garden, il y a quelqu'un justement qui avait nommé « cibler des objectifs ». Donc, voilà, ça aide à cibler des objectifs dans le cadre de la rétroaction efficace. Là, j'ai une question, petite précision. Excusez-moi, là, je reviens, je vois que j'ai une question dans le clavardage. Vous parlez de 75 minutes. Est-ce que certains demandent une pause? Nous avons des périodes de 60 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, ça. Puis même si vous décidez, les élèves sont vraiment super motivés, vous décidez de donner 10 minutes de plus, laissez-vous cette liberté-là, OK? C'est important là, de ressentir une liberté là-dedans, que ce soit pas... Vous pouvez y aller là, au feeling, puis c'est 60 minutes, c'est pas grave. Vous allez avoir suffisamment de matériel pour évaluer. Ça va? Oui? Parfait. Donc ça, c'est la partie profil du scripteur. Maintenant, pour le portrait de classe, là, vous allez avoir besoin des documents que vous avez remplis en haut. Donc, stratégie rédactionnelle, analyse individuelle et qu'est-ce que je pense des tâches d'écriture. Mais aujourd'hui, on le fait pas parce qu'on ne peut pas donner de questionnaire aux élèves, mais vous pourriez avoir besoin de ces 3 documents-là une fois remplis. Du fichier Excel pour compiler les données, écrire le portrait détaillé de la classe. Puis ça, là, je vous le dis, j'ai tellement hâte de vous le montrer, là. Je ne suis pas très bonne avec Excel, mais j'ai développé ma patience, puis ça a valu la peine. Je suis vraiment contente. Donc, du fichier Excel et d'un document portrait global de la classe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les documents dont vous allez avoir besoin. Donc, stratégie rédactionnelle, analyse individuelle, une progression des savoirs, un petit document sur la motivation, si vous désirez celui sur la rétroaction, document Excel, fichier global.
C'est un portrait global, pardon. Ça va jusqu'à maintenant? Ouais. Vous êtes tranquille. J'ai un beau groupe. Donc, profil du scripteur. On va commencer. Vous êtes toutes prêts? Attends un petit peu, Amélie, excuse-moi. Oui. S'il y en a qui n'ont pas les documents, là, faites-moi signe, hein, je vais vous les envoyer. Je peux peut-être, je pense même les mettre dans la zone de clavardage. Sinon, je peux vous les retourner par courriel s'il y en a qui les ont pas reçus. J'ai tout vérifié, ils ont tout ce qu'il faut. Excellent. Ouais, excusez-moi. tout est Parfait. Tu restes pas? Je viens, puis je repars, puis je reviens. Je me sens seule, je me sens... OK, bye! Donc, activité 1, le profil du scripteur. Donc, là, aujourd'hui, bien entendu, on ne pourra pas faire aux élèves une rédaction. Donc, comme je vous ai nommé précédemment, Chantal et des enseignantes d'FVC ici, on vous a envoyé des textes d'élèves. Pour certains, j'étais en classe, donc on a pu remplir toute la fiche de stratégie rédactionnelle, mais je vais quand même vous inviter à le remplir aussi de votre côté pour pouvoir comparer. Des fois, vous allez remarquer des choses différentes selon le niveau que vous enseignez, puis selon vos comment je pourrais dire? Je cherche le terme. Selon vous, vos demandes et votre souhait de ce que vous demandez aux élèves. Du côté de Chantal, qui nous a envoyé des textes de 3e secondaire, elle nous a envoyé une fiche d'observation. Donc, elle n'a pas rempli la fiche de stratégie rédactionnelle, elle a laissé ça tout en blanc. Donc, c'est vraiment juste une fiche d'observation que vous allez avoir reçue. Mais dans la vraie vie, quand vous allez faire le profil du scripteur, pendant que les élèves vont être en train d'écrire, bien, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est observer et prendre des notes. OK? Petit conseil, c'est intéressant d'être deux quand on fait ça. Parce que des fois, une enseignante va remarquer quelque chose, la personne qui vous accompagne va remarquer autre chose. Si l'enseignante va aider un élève justement pour aller stimuler les idées ou va aller répondre à une question pendant ce temps-là, l'autre personne qui accompagne voit autre chose. C'est fou comment à deux, tout ce qu'on arrive à remarquer, juste à les observer. Donc, vous observez et vous prenez des notes. Alors, merci. Je viens de recevoir un petit chat qui me dit que oui, je vous sens très attentive. Merci. Je me sens moins seule. Ça m'a fait rire. Donc, observation et prise de notes. Et là, je l'ai dit trop rapidement, mais si certains élèves posent des questions ou éprouvent de la difficulté, il est possible de leur fournir de l'aide. Donc, mais cela doit être consigné sur la feuille stratégie rédactionnelle. Donc, tout ce qu'ils vous demandent, vous écrivez tout. On prend des notes de tout. OK? On est vraiment en observation, on veut tout voir. Donc, un élève qui pose une question, pas de problème, pas capable d'avoir des idées ou de les organiser. Vous pouvez donner le petit coup de pouce dont ils ont besoin, aucun trouble, mais il faut vraiment prendre le temps de l'écrire sur la feuille stratégie rédactionnelle. D'ailleurs, celle que je vous ai envoyée, que j'ai demandé à Laurent de vous envoyer, je m'excuse, j'écris juste « aide » dans le bas. Mais je l'ai modifié hier. Maintenant, à l'endos, j'écris « observation » aussi. Parce que pas parce qu'on observe quelque chose qu'on est nécessairement en train de donner de l'aide. Donc, ma nouvelle version a le terme observation à l'endos. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Quand ça c'est fait, là, bientôt, vous allez le faire par vous-même, OK? Donc là, la première étape va être de faire une première lecture et comparer le plan du texte. Là, vous allez voir, je vais inscrire 3 étapes, mais après ça, je vais vous les décortiquer une par une, OK, dans les diapositives qui suivent. Donc, de faire une première lecture, et là, vous allez comparer la première lecture et vous allez comparer le texte avec le plan. Ensuite, vous allez pouvoir compléter la grille de stratégie rédactionnelle à l'aide des observations que vous allez avoir faites en lisant le texte pour une première fois, mais aussi avec vos observations quand vous regardez les élèves écrire leur texte. Vous allez corriger le texte en utilisant la progression des savoirs
et remplir la grille analyse individuelle pour classer les erreurs. Okay. Donc, la première étape, faire une première lecture et comparer. Je vous montre un exemple d'une élève. Donc là, à gauche, là, ça, c'était son plan. Là, je vous mets en contexte, là. C'est ça, c'était la première fois, puis on n'y a pas pensé, donc l'enseignante et moi, on écrivait toutes les idées des élèves. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est quand même pas pire, elle a pris toutes les idées qui étaient au tableau, puis elle les a classées sur sa feuille de plan. Donc, au moins, elle a fait une certaine classification. Il y en a qui ne sont pas arrivés à faire ça, qui ont juste recopié, qui se sont seulement inspirés du tableau blanc. Ça, surprenez-vous pas, hein? Il y en a qui n'ont pas fait de plan du tout, qui n'ont pas fait d'organisateur graphique. Donc, si dans vos documents, vous avez juste le texte de l'élève, c'est pas parce qu'il manque un document, c'est vraiment parce qu'ils ne l'ont pas fait. Okay, donc, elle a pris ce qu'il y avait sur le tableau TBI, puis elle a fait une classification. Donc, ici, on voit que pour elle, les avantages d'animer en classe, c'est que ça répond à ses questions sans perte de points, j'entends les opinions des autres élèves ou les réponses, etc., etc. Et quand on regarde l'autre à côté, bien ça, c'est son texte. Donc là, moi, ce que je remarque, là, quand je compare les deux, je remarque qu'elle, elle a recopié son plan, mais de manière linéaire, puis elle a ajouté quelques mots pour parfois faire des phrases complètes. Puis encore là. Donc, elle, là, c'est ça que je remarque clairement. Donc, elle est partie du tableau, elle a classé ses trucs, puis là, elle a comme réécrit. Même l'ordre des idées est resté pareil. Elle n'a même pas rien changé, elle n'a pas ajouté d'explications, elle n'a pas moussé avec quoi que ce soit, elle a vraiment écrit tel quel. Donc, ça, c'est le type justement d'observation que vous allez faire en comparant les deux. Donc, déjà là, on peut déjà voir qu'au niveau de la mise en texte, du développement des idées, on peut déjà voir qu'il y a une petite lacune qui va sans doute être à travailler. Ça va pour ça. Donc, ça, c'est la première étape, on compare. Là, j'ai pris juste des extraits là, parce que ça ne donnait rien de regarder l'ensemble, c'était juste pour vous donner une idée. La deuxième étape, bien, c'est de compléter le document stratégie rédactionnelle. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, il y a deux écritures, il y a la mienne et celle de ma collègue. Donc là, on a travaillé ensemble les deux. Donc, je peux déjà vous dire que elle a tout pris ce qu'il y avait, elle a utilisé toutes les idées qui étaient dans la mise en situation, là, qui étaient sur le tableau blanc. Elle les a classées en plus ou moins. Donc, elle a aussi respecté l'intention de communication qui était d'écrire une lettre d'opinion pour l'animation ou l'individuel en classe. Mais quand on regarde le texte, quand je le lis au complet, là, on voit qu'avec son niveau de langue, elle ne s'est pas adressée à la direction comme on le lui avait demandé. Elle s'adresse vraiment au grand public. Donc, ça, c'est quelque chose que je remarque. Donc, elle a choisi d'organiser des idées. Elle a pris en compte l'intention d'écriture, mais elle ne s'est pas souciée du destinataire du tout. Ensuite, quand je continue à regarder, bien, là, elle a recopié son plan. Donc, elle l'a consulté régulièrement pendant qu'elle l'a rédigé parce qu'elle l'a recopié. Elle n'a pas structuré non plus sa production selon le genre de texte. Il n'y avait pas de paragraphe, il n'y avait pas de marqueur, il n'y avait pas d'explication, de justification. C'était vraiment juste une énumération. Et elle n'a pas laissé de traces de ses doutes orthographiques. Quelques mots dans le dictionnaire au fur et à mesure, mais c'est tout. On l'a observé relire son texte, mais elle n'a pas fait de changement. Elle a repéré quelques erreurs. Ne corrige pas ses erreurs d'orthographe, en corrige quelques-unes. Donc là, ça nous permet d'aller vraiment cocher pour voir si on a affaire ici à un scripteur en difficulté ou à un scripteur efficace. Ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va bien? OK. On avait oublié de préciser au départ qu'elle pouvait utiliser tous ces outils de référence et qu'elle est venue demander si elle avait le droit d'utiliser un dictionnaire, un Becherel, puis elle les a vraiment utilisés fréquemment. Elle a fait attention à ses terminaisons verbales, puis elle a vraiment été active là, pendant les 75 minutes là, de l'activité. Même si des fois, elle ne savait pas trop quoi faire pour améliorer son texte, on voyait qu'il y avait des tentatives, du moins. Ça va? Pardon, j'ai encore un problème avec ma souris.
Troisième étape, corriger et remplir le document analyse individuelle. Pour les enseignants de francisation, c'est ça, j'ai ajouté une colonne ici, langue maternelle. Donc ici, on classe les erreurs. Donc, c'est important d'aller écrire comment l'élève a écrit le mot, puis comment il aurait dû l'écrire, et ensuite d'aller cocher. Donc, par exemple, si varier, elle n'avait pas fait l'accord en nom. Il n'y avait pas de référent non plus, syntaxe ponctuation. Ça, bien, on a remarqué que ça revenait souvent, donc on a coché plusieurs fois dans le même encadré au lieu de prendre une ligne à chaque fois. Donc, ça nous démontrait à quel point ce mot-là n'était pas facile pour elle. Puis, c'est toujours de se demander c'est quoi l'origine de l'erreur. D'où vient l'erreur? Puis, c'est ça qui va nous permettre, qui va nous faciliter le classement de l'erreur. OK? Donc, ça, c'est un exemple. C'est la partie la plus tough, parce que des fois, on se questionne, surtout pour l'orthographe d'usage, bien, est-ce que c'est un phonème, est-ce que c'est un morphème, est-ce que c'est un multigraphème, est-ce que c'est un homophone? OK? Donc, c'est pas toujours évident. On se pose des questions des fois. Mais, avec ce tableau-là, je trouve que c'est facilitant. Donc, regardez ici à gauche, vous avez tout ce qui concerne l'orthographe d'usage. Donc, phonologique, c'est vraiment le son, d'entend. Morphologique, ben, c'est la fameuse lettre crochet, là, les familles de mots dent, dentaire, lit, literie. Donc, c'est tout ce qui concerne les mots de même famille qui a une logique derrière l'écriture du mot. Ici, tout ce qui est visuo-orthographique et lexical, c'est comme par exemple des ANT versus des ENT. Mais il n'y a pas de règle dans la vie, là. C'est ça qui est ça dans le monde du sport. Donc, il faut que tu l'aies vu et que tu l'aies retenu pour savoir comment l'écrire. C'est tout. Et tu le sais ou tu ne le sais pas. Puis il y a aussi tout ce qui est lexical, donc les fameux homophones, DENT et DANS. Donc ça, c'est un petit tableau qui peut vous aider justement à bien classer les erreurs. Et ensuite, bien là, c'est la grammaire, le genre, le nombre, les terminaisons verbales. Habituellement, quand on corrige un texte en salle d'évaluation, souvent, quand il va y avoir une erreur d'orthographe et une erreur de grammaire dans un même mot, souvent, on va seulement pénaliser en grammaire. Dans ce cas-ci, vu qu'on n'est pas en train d'évaluer, mais plutôt d'analyser, on va prendre en considération les deux erreurs parce que souvent, c'est des erreurs qui reviennent fréquemment. Est-ce que ça va? Je vais juste tourner mes pages, m'assurer que j'ai tout vu. Est-ce que vous vous sentez prêt à commencer? Oui, yeah. OK, j'ai des oui en masse. Donc, je sais que Laurent vous a envoyé des documents. Donc, chacun d'entre vous avait un texte d'élève. Ceux qui sont nommés par un prénom, ce sont des élèves de FBC. Donc, vous pouvez analyser les erreurs comme en utilisant la progression des apprentissages du FBC. Mais comme je vous dis, pour aujourd'hui, c'est pas grave, c'est juste de se pratiquer à bien identifier puis à bien classer les erreurs. La plupart d'entre vous avez une fiche de stratégie rédactionnelle déjà remplie ou les observations des élèves de secondaire 3 majoritairement. Mais je vous invite à compléter aussi la stratégie rédactionnelle selon ce que vous observez par rapport au plan versus le texte final. Est-ce que vous avez des questions pour l'activité? OK. Donc là, il n'y a pas de questions. Pendant que vous le faites, moi, je vais rester en ligne. Là, je sais qu'il va y avoir la pause dans une dizaine de minutes. Donc, moi, je prévoyais prendre que vous preniez à peu près 20-25 minutes pour le faire. Je pourrais quand même prendre la pause à 2h15 comme prévu. Sortez pas de la salle, s'il vous plaît, parce que j'ai entendu dire que c'était compliqué des fois de revenir, fait qu'on ne prendra pas de chance, on va rester ensemble. Puis moi, je vais rester en ligne comme ça. Si vous avez des questions pour classer des erreurs ou quelque chose comme ça, bien, je vais pouvoir être disponible pour répondre à vos questions. Est-ce que cela vous convient? Oui. Oui. Parfait. Donc, je reste en ligne, puis je vais vous faire un petit coucou à 2h15 pour la pause, puis après ça, on pourra poursuivre puis faire justement le portrait détaillé. Donc, je vais quand même fermer mon micro, comme ça, mais je vais vous entendre si vous avez des questions. Ça va? À bientôt!
Bonjour Sabine. Oui, Amélie. Oui, et je vais parler aussi à Mme Marinsky. Allô? Bonjour. Oui. Ben, vous avez vu juste, mesdames, quand il n'y a rien, c'est parce qu'il l'a tout simplement pas fait. Donc, vous êtes des heureux élus. Oui, mais parce que c'est typique, hein? Ils le font pas, puis après ça, on se retrouve avec un texte qui est décousu, donc ça démontre à quel point les stratégies rédactionnelles ne sont pas développées. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de plan, s'il n'y a pas d'organisateur, c'est parce qu'il n'y en a pas. Donc, vous n'avez rien à comparer. Vous pouvez juste voir, vérifier la mise en texte. Amélie, j'ai une petite question pour toi. Oui. Excuse-moi. Moi, en l'endos du texte de l'élève, ou de la lettre, si on veut, j'ai la petite grille stratégie rédactionnelle où c'est coché. Et puis, c'est écrit le sigle 5201. Est-ce que tu me dis que c'est un élève de secondaire 5 qui a rédigé cette lettre? Ça se peut. C'est pas moi qui les a donnés. C'est des élèves de Chantal Caillé. Donc, oui, ça se peut que ce soit un élève de secondaire 5. Mais okay. Tu peux le corriger. Quel niveau tu enseignes? FBD 3, 4, 5. Bon, mais tu peux le corriger comme FBD 3, 4, 5, 5201, il n'y a pas de problème. Parce que des fois, on a des enseignants ici qui sont en FBC. Donc, je ne leur demande pas de connaître le programme d'FBD pour l'exercice d'aujourd'hui. Mais toi, tu peux y aller avec tes connaissances. Puis, d'ailleurs, je cherche une formule pour pouvoir faire ça en classe FBD parce que vous avez beaucoup d'élèves. Hein? Fait que je suis en train de... Mes méninges, je travaille fort là, pour essayer de trouver un moyen parce que ça fonctionne vraiment bien. Là. On voit déjà des belles améliorations là, au niveau des... il faut vraiment que je trouve un moyen. OK. Donc, voilà. Merci. Amélie? Je ne sais pas si tu es encore là. Bien, oui, certain que je suis là. Oui. Allô, je vais ouvrir ma caméra. OK. Ben, je ne veux pas prendre trop de temps de pause, là. C'est parce que... Non, je suis pas en pause. Moi, je suis allumée comme un rond de poêle, là. Je suis pas en pause. OK. J'ai une question rapide. Pas de problème. Là, tu as dit que tu as fait ça dans des classes d'FBC. Puis en francisation aussi. Puis en francisation. Puis ça se passait comme à un même moment, mettons, pour un même groupe, ou tu as départagé ça sur plusieurs périodes, ou, tu sais, le 75 minutes, là, je veux dire, de rédaction? On le faisait en une shot. Puis est-ce que tu étais seule à observer, tu sais, pendant ces 75 minutes? Non, c'est toujours l'enseignante qui est présente. Et moi, je suis là comme support, soutien technique, support moral. Puis c'est ça. Donc, on est toujours, l'enseignante est là, c'est elle qui donne l'aide, qui répond aux questions de ses élèves, puis les observations. Puis, Laurent, peux-tu fermer ton micro, s'il te plaît? Salut, David. Laurent, Salut, toi? Attends un petit peu, là, je vais... C'est correct. Laurent, ferme ton micro, s'il vous plaît. Attends, tiens, j'y ai enlevé, moi. C'est ça, une control freak. Donc, c'est ça. Donc, on était toujours deux parce que ça permet vraiment de faire des observations que quelqu'un d'autre ne ferait pas. Là. Sinon, on en échappe quand on est tout seul. Il y a trop de choses qui se passent. Ben c'est ça, parce que je regardais comme la grille d'observation, tu sais, que j'ai reçue, là, avec le texte de mon élève, puis je trouvais que c'était quand même précis, là, tu sais. Fait que là, je me disais, hey, être une enseignante, puis comme noter autant de choses pour chaque élève, j'y arriverais pas, c'est sûr. Non, on est toujours deux. Puis on est toujours deux, puis on essaye que ce soit toujours le même couple. Tu sais, comme on a fait au début de la session de francisation au mois de septembre, puis on était, il y avait moi et l'enseignante des niveaux 7-8. Puis là, on vient de le refaire la semaine passée. On était les mêmes comme ça. On observait déjà les différences entre la première fois puis la deuxième fois. Là, je peux dire, OK, elle, là, t'as-tu vu la différence avec la petite? Ça nous permettait aussi de faire des constats. C'est ça, comme par exemple, des fois, on voit des élèves qui font leur plan dans leur langue maternelle. Là. Fait que, tu sais, des fois, tu ne portes pas attention quand tu es le prof, mais quand tu es à l'extérieur, tu te rends compte de plus de choses. Donc, moi, je recommande d'être deux parce que surtout si tu as, je ne sais pas, combien tu as d'élèves dans ta classe? Mais là, en ce moment, c'est formule hybride. Fait que ça va être 18 max, mais normalement, ça peut aller jusqu'à 20, 30, tu sais. Mais quand même, 18, là, tu peux pas tout voir, là, si tu es tout seul, là. Mais est-ce que ça pourrait...
on pourrait imaginer le faire en plus qu'une séance dans ce cas-là. Tu sais, un petit nombre d'élèves une journée, un autre petit nombre Oui. d'élèves une autre journée, c'est pas grave. Non, L'important, non, c'est 75 minutes, c'est ça. Oui, puis vu que c'est pas une évaluation de sanction, puis que le contenu n'est pas tant évalué, tu sais, qu'ils savent pas trop, ben ils peuvent pas se donner trop d'idées, là, tu sais, je veux dire, tu vas avoir quand même les traces dont tu as besoin. Puis oui, ça pourrait être une super bonne idée, par exemple, en FBD, 5 par jour. C'est ça, puis est-ce que ça vaudrait la peine de les classer même après coup, là, pas nécessairement quand on fait l'activité, mais par niveau, là, tu sais, parce que 3, 4, 5, c'est quand même très différent comme profil de scripteur, là. Fait que je me dis qu'en tout cas, quand on fait un profil de classe, est-ce que ça reste un profil de classe comme FBD ou on y va comme 3, 4, 5 ou en tout cas. Ben, moi, je serais d'avis à les séparer parce que tu ne travailleras pas la même chose. Ouais. OK. Mais il y a des éléments. Tu sais, moi, je le ferais séparer parce que pour ta syntaxe, ton orthographe, ben, il y a des affaires qui ne sont pas évaluées en 3 puis qui le sont à partir de 52,03. Donc, si tu veux travailler quelque chose de pointu avec ton groupe de 52,03, comme par exemple ton groupe de 5, là, par exemple, l'accord des adjectifs composés de couleurs, mettons. Ouais. Ben là, on ne veut pas que les élèves de 3 participent à ça. Ouais. Mais quand on parle de stratégie rédactionnelle, de faire un plan, une mise en texte, de faire de la révision, bien là, ça peut quand même s'adresser à tous. Mais étant donné que ce que tu vas évaluer puis intervenir va être différent de 3, de 4, de 5, bien moi, j'irais faire 2, 3 tableaux Excel différents. Tu sais. OK. Ça ne te prendra pas plus de temps de l'écrire sur un fichier A que de le mettre sur le fichier Non, B. c'est ça. Fait que, ouais, moi, j'irais avec 3 différents, là, puis ça ne te prendra pas plus de temps. Génial. Ben, merci. Ça fait plaisir. J'aurais peut-être une petite question, moi aussi, si tu t'ennuies. Je suis là. Je vais ouvrir. Je vais juste prendre une petite gorgée. Ben ouais. Un beau fond d'écran. Ouais, c'est ça, c'est drôle. J'ai essayé ça l'autre fois, puis il reste par défaut. Dans quel j'ai pigeon que j'ai en arrière? Ouais, moi, j'ai un tableau blanc. Là, c'est pas... Bon. Ça va me donner du temps. Je t'écoute. Ouais, que puis-je? Je regarde tes outils, je trouve ça bien le fun. Tu sais, les tableaux Excel dont tu parlais tantôt, là? Ouais. C'est quelque chose que tu allais partager? Oui, non, peut-être? Ben oui. Ben oui, je vais vous les partager. T'as-tu comme une espèce de grille? Il y a un bout que je pense que j'étais dans l'une, mais tu as parlé d'un portrait de groupe. T'as-tu comme une espèce de tableau où tu as un portrait global? Ben, tu vas avoir un fichier Excel. Je regarde jamais à la bonne place là, parce que là, je te regarde pas, mais ma caméra est sur l'autre. Est-ce que ça te dérange? Non, je regarde où tu veux. En fait, le fichier Excel, ça va être pour le portrait détaillé, OK? Que je vais expliquer tantôt. Mais il y a un autre document qui est le portrait global. Donc, tu vas avoir un fichier Excel qui est le portrait détaillé, puis un autre document Word bien ordinaire là, que tu peux te faire toi-même à mitaine, mais je vais vous partager le mien, là, qui est pour le portrait global. OK, c'est bon ça. Parce que c'est ça, j'avais commencé à regarder pour faire ça sur mon bord. Puis je vais attendre de voir ce que tu as fait. Ah, tu vas aimer ça. C'est juste que celui que j'avais en tête, il était plus général. Il n'était pas juste en écriture, mais il était en français avec les différentes compétences, mais aussi avec l'attitude par rapport à la tâche, puis les aspects peut-être plus affectifs. Oui. On parle de motivation. Ça fait une grosse affaire, m'emmener comme fichier, là, mais ça va bien pour justement après ça. On a divisé un petit peu ce qu'on essaie de faire là, le plus possible. Par exemple, avec mes groupes de Pré-Sec puis de FBC, il y a des enseignantes qui, eux, se concentrent sur le profil du scripteur. J'en ai une autre gang qui, eux, s'occupent d'évaluer, de faire comme une espèce de démarche diagnostique pour la lecture. Donc, vu qu'ils séparent la tâche, après ça, ils se font un bilan de tout ça. Ça leur permet de vraiment bien cibler. Puis, c'est sûr là, que c'est quand même laborieux, mais au niveau, d'après ça, des situations d'apprentissage qu'elles choisissent, c'est tellement payant qu'elles gagnent du temps au final. Oui, c'est clair. Non, moi, je crois à ça là, totalement. Là. Puis, tu sais, dans un groupe, moi, c'est une classe particulière. C'est comme un projet d'école de rue, mais c'est de la FBC, mais tu sais, de pré-secondaire à secondaire 2. Oui. Puis, tu sais, justement, quand tu veux venir faire des ateliers de groupe,
ça va bien plus vite de cibler ce que tu vas faire. Oui, c'est ça. Puis c'est plus motivant pour eux aussi. Ouais. C'est plus motivant pour eux parce que si tu fais venir des élèves, mais ils n'ont pas tous le même besoin, ils ne travaillent pas tous de la même façon. Donc, bien évidemment, donc, tantôt, je vais vous montrer justement le fichier Excel, puis c'est sûr qu'éventuellement, je vais vous le partager pour que vous puissiez l'utiliser. Ça se peut que vous aperceviez quelques petites coquilles, mais ne m'en tenez pas rigueur. Puis, vous allez voir aussi le portrait global, mais ça va vous donner quand même une bonne trousse de départ là, pour faire de quoi de bien fun. Merci, Margot. En tout cas, c'est bien le fun. Tant mieux, merci. Ça peut aider, là, moi. Mais moi, je suis orthopédagogue en formation, fait que c'est sûr que moi, cibler les besoins des élèves, tout ça, j'aime bien ça. Tu sais. C'est quoi la formation? T'as-tu fait la maîtrise en ortho? Non. Moi, j'ai fait un bac en ADAPT. Non, c'est ça. Moi aussi, j'ai cette formation-là. J'ai fait mon stage 4 qui était en ortho. Oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai fait beaucoup d'ortho en individualisé, en clinique privée, avec beaucoup d'adultes. Je veux dire, secondaire, mais des secondaires, mais comme en la FGA, cégep, université, mais aussi des travailleurs. Des gens qui n'arrivent pas à s'organiser, des affaires comme ça. Fait que, je vais te poser une question, c'est pas vraiment en lien avec ta formation, mais moi, j'ai souvent, là, tu sais, c'est ma 8e année dans le projet là, où je travaille, puis dans ma clientèle, ça arrive quand même, ça arrive à plusieurs reprises que j'ai des élèves qui avaient un trouble du spectre autistique, souvent Asperger, un peu, puis tout ça. J'ai remarqué une espèce de récurrence, une récurrence au niveau des difficultés en écriture, là. Quelque chose qui revient souvent. Puis, une des choses qui ressort, c'est la difficulté à organiser, à trouver les connexions logiques entre les idées. Souvent, ils ont beaucoup d'idées, ils sont dans le détail. Ils ont vraiment de la misère à synthétiser leurs idées puis les enchaîner. C'est surtout le lien entre les phrases et les paragraphes, les idées, là, qui est difficile. J'essaie de travailler ces trucs-là avec eux. Je ne sais pas si tu as déjà observé ça ou si tu as déjà des façons de faire. Moi, ce que j'aime beaucoup travailler avec les ateliers de combinaison de phrases. Oui. Je ne sais pas si tu connais. Non. Je dis oui, là, mais non. Mais c'est oui en blanc dire, je t'écoute. Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. En fait, il y a deux formats à ça. En fait, c'est pour vraiment intégrer tout ce qui est marqueur de relation, donc faire des liens entre les phrases, mais aussi les organisateurs textuels. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre plusieurs phrases, comme par exemple, Sébastien a une chemise à carreaux, Sébastien a un paysage comme fond d'écran, Sébastien porte des lunettes et Sébastien porte une barbe et Sébastien enseigne le français. Puis là, on va dire aux élèves de faire une seule phrase avec ça qui pourrait devenir, par exemple, Sébastien est prof, enseigne le français et il porte une chemise à carreaux. Non. Donc là, en prenant plusieurs phrases, puis là, eux doivent en rédiger juste une avec toutes les phrases. Dans la même phrase. Puis là, tu leur fais écrire toutes leurs propositions. Fait que là, ils peuvent voir comment ils peuvent jouer avec les idées. Et l'inverse est aussi bon aussi quand on travaille. Les élèves font des phrases complexes, mais tellement complexes qu'on s'y perd, de prendre la phrase puis là, de la décortiquer avec une phrase par idée. Je fais souvent ça, là. C'est un verbe conjugué, une phrase. Oui, c'est ça. Donc, ces deux formats-là qui sont intéressants, puis ça permet d'intégrer à ça l'utilisation des marqueurs de relation. Tu appelais ça comment? Des ateliers de combinaison de phrases. OK. Oui. Je pense que tu pourrais trouver quelque chose là-dessus sur le site du CETREC. OK. Ou tu as à l'école, le site de trouble d'apprentissage pour orthopédagogue. D'après moi, tu pourrais trouver de quoi là-dessus. Ouais. C'est bon. C'est juste de combinaison de phrases. Hein? Oui. Je voulais savoir quoi chercher comme combinaison de phrases, activité de combinaison de phrases. Ouais. Super. C'est bon? Merci. Ouais. Ça fait plaisir. Brigitte, est-ce que tu es là? Mais je vais répondre à ta question. Oui, je suis là. Allô? Bonjour. Alors, les élèves d'FBC, ils étaient une quinzaine à peu près. Ah, OK. Ils étaient une quinzaine. C'est ça actuellement à FBC, là, mais je demanderais peut-être l'aide de l'orthopédagogue là, pour faire ça. Ah oui, On est au 19-20 dans la classe, donc oui, je trouve qu'effectivement, les observations sont importantes
à noter, là, étant donné que l'écrit reste, là, mais tout ce qu'on peut observer peut vraiment venir alimenter le reste. Ah, c'est vraiment riche en informations là, quand on fait juste ça. Puis il y a même une de vos collègues, tantôt Florence, je ne sais pas si tu la connais, c'est une collègue à toi, mais Florence, ce qu'elle me disait, elle dit, ben écoute, moi j'ai vraiment beaucoup d'élèves, est-ce que je peux le faire sur plusieurs journées si je suis toute seule pour observer? Donc ça aussi, ça peut être un format intéressant pour toi si tu es toute seule. De dire, ben aujourd'hui, je le fais 5, mais je continue quand même de croire que si vous pouvez être 2, ça reste la meilleure formule là, pour aller chercher un maximum. Là, parce qu'on n'a pas la même vision hein, de quelque chose d'une personne à l'autre. Donc, oui. Ça peut être enrichissant de travailler en équipe justement pour qu'on puisse, si c'est moi qui est tout le temps avec eux, avoir le regard d'une autre personne peut venir vraiment alimenter, là, après ça, mes interventions, puis peut-être me détacher un peu. Tu sais, des fois, on est trop près là, pour voir certaines choses. Là, donc, en se détachant avec le regard d'une autre personne, c'est excellent. Oui, puis ça permet aussi d'être vraiment très neutre. De toute façon, c'est facile de juste dire, ben là, comme d'habitude, il ne fera pas son plan ou comme d'habitude, il n'utilisera pas ses outils, tandis que quelqu'un de l'extérieur, des fois, va faire d'autres observations. Mm-hmm. Mais est-ce voilà. que ça arrive des fois que l'élève écrit pas assez de phrases pour qu'on puisse faire une observation ou une correction intéressante? Ça ne nous est pas arrivé. OK. La seule chose à laquelle on a été confronté dans le groupe d'FBC, une élève, elle vivait quelque chose là, cette journée-là. Là. Donc là, écrire là, sur l'animation, écrire une lettre à la direction, n'était pas trop dedans. Ce que j'ai proposé à ma collègue, c'est de dire, va donc la voir, dis juste qu'elle l'écrive comment est-ce qu'elle se sent, puis on ne lira pas, là, juste qu'elle l'écrive. Puis finalement, l'élève a dit, écoute, j'ai jamais tant écrit, ça m'a fait du bien. Puis oui, je veux que vous lisiez, puis je veux aussi que tu ailles voir la travailleuse sociale pour y montrer mon texte. Parce que j'ai dit quelque chose. Donc, on a réussi de cette façon-là, sinon on n'avait pas le choix. On n'aurait pas pu la forcer à le faire. Il aurait fallu attendre une autre journée. Mais sinon, on n'a pas été confronté à cette difficulté-là. OK. Voilà. Et vous le faites officiellement 3 fois. Tu sais, là, tu disais tantôt que vous l'aviez fait en septembre, puis une autre fois en novembre. Ça, c'est pour le groupe de francisation, vu que les sessions avec le ministère de l'Immigration et les sessions sont aux 2 mois. Donc, avec ce groupe-là, en francisation, on le fait plus souvent, mais les textes sont plus courts aussi parce qu'ils n'écrivent pas le même nombre de mots, bien entendu. Ce qu'on compte faire avec la classe de FBC, c'est que l'on le fait en septembre. On va sûrement le refaire comme par exemple en février, puis en juin, dans ce coin-là. Puis, est-ce que vous comptabilisez les ateliers qui sont faits suite aux observations là, notées sur la grille d'erreurs orthographiques? En fait, peux-tu juste répéter ta question? Je pense que je m'en allais pas répondre la bonne affaire. OK. Mais, dans le fond, le tableau qu'on remplit là, pour le type d'erreur, j'imagine après ça que l'enseignante fait des interventions ciblées là, en atelier, soit en petit groupe ou... Est-ce que ça, c'est répertorié, le type d'atelier qui est fait? Bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, justement, là, quand on va reprendre, je vais vous montrer comment faire le portrait détaillé. Donc là, c'est sûr que vous allez vraiment pouvoir bien cibler les interventions. Puis oui, par la suite, c'est sûr que nous autres, la difficulté majeure à laquelle on a été confrontés, c'était l'absence justement de plan, puis la difficulté à organiser des idées. Fait que là, c'est sûr que moi, je suis conseillère pédagogique à mon centre de service. Donc, c'est sûr que l'enseignante avec qui j'ai commencé le projet, on se rencontre régulièrement avec sa collègue pour développer des situations d'apprentissage pour travailler ça de manière plus spécifique. Donc, OK, donc vous les construisez vous-même par la suite, là. Oui, on s'inspire de choses qui existent déjà parce qu'on ne peut pas tout refaire. Hein? Quand ça existe, on l'utilise, mais on le repeaufine. Puis c'est sûr que c'est comme tellement trippant que ça nous donne le goût de développer. Fait que là, on n'arrête plus. Là. On est comme là-dedans. Là. Dernière question, vous vous rencontrez combien de temps ou combien de fois pour faire tout ça, là? Bien, il y a la première, il y a le 75 minutes pour l'écriture du texte. Puis après ça, c'est vraiment au besoin. C'est sûr que les premières fois que les enseignantes font ça, bien, ils ont besoin de plus de mon support et de mon accompagnement pour faire l'analyse d'erreurs. Mais plus ça va, moins ils ont besoin. Mais moi, je suis super disponible sur Teams. Fait que des fois, c'est juste un 15-20 minutes. Je veux dire, on prend le temps vraiment de se rencontrer. Souvent, on est tricoté serré.
Ah, bon. Ben, merci Donc, voilà. pour l'information, c'est gentil. Merci. Il y avait quelqu'un qui avait levé sa main, je crois. Oui, Isabelle. Oui, allô? Je Allô? m'excuse. Bon, je vais allumer ma caméra. OK, oui, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, en fait, moi, j'avais une question tantôt. Je me demandais parce que moi, j'ai surtout travaillé en francisation. Puis là, je travaille avec encore des élèves issus de l'immigration, mais qui font surtout du préscolaire puis du FBC. Dans le fond, ça va en secondaire 2, le programme dans lequel je travaille. Puis je me demandais, tu sais, parce que nous, c'est vraiment comme varié le type d'erreur parce que nos élèves viennent de plusieurs pays différents. Oui. Donc, c'est sûr que tout est lié à la langue, à leur langue maternelle. Oui. Je trouve ça dur, moi, de faire des ateliers. Il y a certains ateliers de groupe là, qui sont faciles à faire, mais moi, c'est ça que je me demandais, parce que moi, j'ai une élève en particulier, arabophone, pour laquelle j'ai adapté, puis elle, c'est une femme là, d'un peu plus âgée que les autres, donc elle veut vraiment améliorer son écrit. Elle vient à l'école pour ça, dans le fond. Fait que j'ai vraiment adapté là, quelque chose d'individuel avec elle que j'ai développé avec ma conseillère pédagogique. Mais c'est ça, je me demandais, tu sais, quel genre d'intervention de groupe vous faites en francisation pour quand, tu sais, il y a plusieurs pays différents. Oui. Bien, en fait, souvent, c'est parce que quand on parle de pays différents, c'est souvent au niveau de l'orthographe d'usage. Hein? C'est tout le temps tout ce qui est la phonologie, la discrimination auditive, puis après ça, l'association phonème-graphème. OK? Donc, c'est souvent au niveau de l'orthographe d'usage où vraiment il va y avoir une différence d'un pays d'origine à l'autre. Mais pour même les prépositions, mais toute la structure. La structure de la phrase, la syntaxe aussi. Donc, ça va souvent se retrouver aussi les terminaisons, là, les « et », les « et », hein, des fois, le choix du déterminant, le « un », le « un hein, », on le sait. Donc, les erreurs qui vont le plus changer en fonction du pays puis de la langue maternelle, c'est vraiment tout ce qui est en fonction de la syntaxe de la phrase, tu l'as bien dit, les prépositions, mais aussi l'orthographe d'usage, puis souvent les terminaisons sont pas habitués d'avoir tant de verbes que ça non plus. Mais où on peut vraiment agir en groupe, c'est au niveau des stratégies rédactionnelles. Donc, tout ce qui est organisation des idées, planification de l'écrit, la mise en texte, structurer, faire une correction. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment bien se vivre, en groupe. Pour le reste, bien, ça va dépendre justement, avec le portrait global, ça va te permettre de te faire des sous-groupes. OK? Nous, dans la fiche d'analyse individuelle, on l'écrit pour la syntaxe en francisation si c'est la préposition de lieu, par exemple. Donc, nos élèves qui vont vraiment avoir de la difficulté avec la préposition de lieu, bien, on va les prendre en petits groupes, on va travailler ça avec eux autres. Puis pendant ce temps-là, les autres vont travailler sur ce qu'ils sont capables de faire seuls. Donc, on va donner un petit peu plus de détails dans la grille d'analyse individuelle, justement pour aller cibler nos groupes de besoins. Des fois, on va remarquer que c'est dû à une mauvaise prononciation d'un son. Fait qu'on va aller travailler l'articulation, la chute du E, de faire de la discrimination auditive pour le « et », le « est », parce que des fois, ils savent comment l'orthographier, mais ils ne savent pas lequel est lequel. Fait que des fois, on va revenir en arrière, mais souvent, c'est des erreurs que plusieurs font. Donc, on va y retravailler ça plus en petit groupe avec ces élèves-là plus précisément. OK. On va y travailler la rythmique. La rythmique va changer quelque chose aussi dans la façon d'écrire les mots, de faire de la syntaxe. On va travailler la rythmique avec les gens d'origine chinoise, par exemple, qui, eux, c'est toujours sur le même ton, tandis que nous autres, on chante la dernière syllabe. OK? Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille pour la francisation. OK. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est ça. C'est juste que c'est ça, je trouve. C'est parce que moi, le texte que j'ai eu, c'est FBD, c'est zéro en lien avec ce que je fais présentement. Puis je connais même pas honnêtement les savoirs du FBD, là, mais je vois un peu. C'est intéressant. Merci beaucoup. Avoir su, je t'ai renvoyé un texte de francisation, mais je ne savais pas qui enseignait quoi. Parce que oui, sinon... ben c'est pas grave, là, ça m'a aidé quand même. J'ai des élèves qui écrivent un peu comme cet élève-là aussi, là. C'est pas... j'ai des élèves quand même qui sont assez forts, d'autres moins, là, mais c'est ça, il y a un côté de langue maternelle là, dans leurs erreurs. Oui, c'est sûr. C'est sûr que j'ai rajouté une colonne dans la fameuse fiche d'analyse individuelle parce que
C'est pas une erreur de son, c'est une erreur de comment eux le prononcent. Oui, des fois, c'est fossilisé aussi, là. C'est Ouais. difficile à enlever. Comme moi, ma madame, elle a 36 ans, là, fait que c'est assez difficile à enlever, là, toute la structure, la mauvaise structure qu'elle a déjà pris. Oui, puis en plus, il y a des langues comme par exemple l'espagnol. Ils n'ont aucun son avec la langue en avant. Donc, c'est vraiment une articulation qu'ils ne sont pas habitués de faire. Là. Fait que c'est sûr qu'en plus, c'est fossilisé, on part de loin. Oui. Ouais. Bonne Bonne merci chance. beaucoup. Ça fait plaisir. Sabine? Oui. Donc, une erreur d'élision absente et une autre de majuscule absente. Est-ce que la majuscule, c'est au début d'une phrase ou une majuscule pour un nom propre? Au début d'une phrase. Moi, je le mettrais en ponctuation ou en syntaxe, là. OK. Puis si ça avait été l'élision. l'élision, c'est quoi l'exemple? Je trouve que enseigner. Il n'y a pas de virgule, là, donc ouais, au lieu de qu'enseigner. Ça, c'est de la syntaxe, c'est le mauvais choix de mots. Ouais. Puis pour le nom propre, il y a quelqu'un qui me demande pour le nom propre, la lettre majuscule, habituellement, elle est en orthographe d'usage. Merci. Merci. Brigitte? Si ma mémoire est bonne, il faudrait que j'aille revoir dans mon guide, parce que j'ai un guide de correction, mais il me semble que quand c'est une lettre majuscule pour un nom propre, il me semble que c'est en orthographe d'usage. OK, puis on le met dans quelle colonne si on veut le spécifier? C'est pas de la phonétique, c'est pas un morpho. Je me dis, si ça le fait souvent, je peux peut-être faire une colonne à part. On pourrait en rajouter une, nom propre. Oui, c'est comme une observation qui peut s'ajouter. Oui, on peut faire ça. Ou écrire juste le cocher de n'importe où usage, puis écrire majuscule, mais souvent, ils le font souvent. Quand ils le font une fois, souvent, là. Ouais. Ou ils le font juste une fois, puis ça ne vaut pas la peine d'en prendre considération. Oui. C'est ça. Effectivement, la quantité de fois nous donne un bon indicateur. Oui. OK, merci. Merci. Alors, rebonjour, je m'excuse, je sais qu'on aurait eu besoin de plus de temps, mais je dois éviter d'être trop gourmande. Alors, si vous êtes d'accord, on va poursuivre avec justement le portrait détaillé, le portrait global de la classe, parce que c'est quand même pour ça qu'on est ici dans le moment. Donc, bien entendu, si vous voulez continuer par la suite de remplir votre fiche d'analyse individuelle, pas de problème. Puis, je vais demeurer disponible quand même pour répondre à vos questions, là, si vous voulez poursuivre après l'activité ou un autre jour, là, ça ne me dérange pas, ça va me faire plaisir. Là, je trouve que ça vaut la peine le faire. Alors, je vais enchaîner. Alors, le portrait détaillé et le portrait global. Oups, pardon, je fais encore la même erreur. Alors, comment on va faire ça? Ça va être en utilisant des paliers. En fait, les paliers vont vous permettre de situer vos élèves par rapport à certains apprentissages clés en écriture. Donc, c'est vraiment comme une grille à interprétation critériée, là. Donc, c'est vraiment une description avec des manifestations. Donc, pour chaque élément, il va y avoir 5 paliers. Vous avez reçu les paliers dans votre courriel où vous avez reçu vos documents. Donc, il y a toujours 5 paliers. Puis, leur description contient des indicateurs et des manifestations. Bien sûr, les descriptions des échelons, les descriptions des échelons vont être courtes. On ne peut pas tout mettre là-dedans. Avec les informations que vous allez avoir recueillies en analysant les productions de vos élèves et les stratégies rédactionnelles, vous allez pouvoir comparer vos informations avec ce qui est décrit dans chacun à l'intérieur des échelons des paliers. Est-ce que ça va? Donc, quand je vous disais tantôt que les descriptions étaient courtes, c'est parce qu'on ne pourrait pas mettre tous les aspects à considérer pour chacune des sphères d'intervention dans un petit encadré. C'est pour ça que c'est très, comment je dirais ça, c'est vraiment très bref. Donc, vous allez vraiment devoir comparer les informations que vous avez avec ce qui est écrit à l'intérieur des paliers. Est-ce que ça va pour ça?
Puis dans le fichier Excel, n'ayez crainte, ils sont tous quand même décrits à cet endroit-là. Donc, si jamais vous n'avez pas vos feuilles avec vous quand vous allez choisir les paliers, bien, vous allez pouvoir vous référer au document Excel que je vais vous présenter bientôt. Je vous donne un exemple. Donc, ici, on a en fait une synthèse des stratégies rédactionnelles. Donc, un élève qui aurait le palier 1, par exemple, au niveau global de ces stratégies rédactionnelles, on dirait qu'il utilise inadéquatement ou n'utilise pas les stratégies rédactionnelles. Donc, inadéquatement ou pas du tout. Ici, c'est utilise peu, quelques, diverses, puis efficacement diverses. Donc, c'est vraiment les adverbes qu'on va utiliser ici pour aller octroyer un palier à un élève. OK? Donc, quand on regarde ici les pistes d'intervention, c'est qu'un élève qui se situe, par exemple, au palier 1 ou au palier 2, bien là, on voit qu'il y a vraiment besoin d'une intervention ciblée et soutenue parce que les apprentissages ne sont pas ou très peu acquis. On va avoir besoin d'un enseignement intensif. Lui qui est dans le 3, il n'est pas en danger, mais ça se peut qu'il ait besoin d'aller en petit sous-groupe des fois, en soutien. Il va avoir besoin d'un petit coup de pouce. Là. Moi, c'est pas confortable. Là. Il est comme ça à la ligne. 4, ben, une fois de temps en temps, tu te récupères, mais sans plus, ça va bien. 5, il s'en va à l'université. La vie est belle. OK? Donc, c'est pas mal toujours comme ça pour les paliers. Donc, ici, c'est comme si on disait qu'il comprenait bien, relativement bien, il se débrouille. 4 et 5, ça va bien, très bien. 1 et 2, plus difficile. Est-ce que ça va? J'ai rajouté aussi un exemple pour syntaxe et orthographe. Donc, les paliers fonctionnent quand même de la même façon. On a les pistes d'intervention. OK? Un élève qui aurait vraiment beaucoup de difficultés, par exemple, en syntaxe, orthographe et en stratégie rédactionnelle, bien, je vous conseillerais déjà peut-être de vous assurer qu'il soit en sous-groupe ou de rencontrer l'orthopédagogue parce qu'il risque d'avoir beaucoup de difficultés. Tandis que quand c'est un ou l'autre, c'est facilitant pour vous de pouvoir intervenir. OK? Donc maintenant, le portrait de classe détaillé, bien, on va le faire comment? En s'appuyant sur les paliers des différentes sphères d'intervention, comme je vous ai dit précédemment. Puis ce portrait de classe détaillé-là va nous permettre d'identifier les forces et les défis du groupe d'élèves, puis d'en avoir une vue d'ensemble. Donc là, je vais vous le montrer parce que j'ai vraiment hâte. C'est pas ça que je veux vous montrer. Puis là, vous allez pouvoir aller remplir les données que vous avez recueillies pour vos élèves. OK? Ça ne sera pas long. Il faut juste que j'ouvre quelque chose. Alors, dans la barre de clavardage, je viens de vous envoyer le lien. Je viens de mettre le lien pour le portrait détaillé. Ça ne sera pas long, il est en train de s'ouvrir. Donc, voici le moment tant attendu. Alors, le fameux document Excel. Donc, je vous le montre. Je vais partir du bas. Donc, vous allez devoir écrire le nom, soit de l'élève ou son numéro 1, 2, 3, 4, 5. Là. Il y en a qui ont un nom. Et vous allez aller remplir soit le palier 1, 2, 3, 4 ou 5. Pour ce faire, vous allez pouvoir vous référer aux paliers qui sont décrits en haut. Comme par exemple, un élève qui, en planification dans les stratégies rédactionnelles, trouverait des idées permettant de planifier son texte et planifie en tenant généralement compte de l'intention d'écriture et du destinataire. On y mettrait un 3. Pas 33, mais 3. La case va apparaître en jaune comme la couleur que j'ai donnée à mon palier. S'il trouve très peu d'idées, il n'arrive pas à les organiser, bien, je vais y mettre un 1. OK? Donc, vous allez pouvoir écrire le nom de vos élèves, puis pour chacune des parties, aller octroyer un palier en fonction de ce qui est décrit en haut. OK? Mais vous avez les feuilles avec vous, on vous les a envoyées par courriel, donc si vous ne voulez pas vous référer au document Excel, le haut, il n'y a pas de problème, vous avez les feuilles. Ça, c'est juste si vous n'avez pas les feuilles à un moment donné. Là, quand vous allez avoir terminé de remplir pour tout votre élève, là, je vais écrire n'importe quoi. Là, je vais rentrer des paliers. 3, mettre 1, je vais mettre 2 ici. Il est super bon en syntaxe. Votre élève en ponctuation, c'est une machine. Mais l'usage, c'est à travailler. En grammaire, voilà. Puis, ben, il est super motivé. Donc là, ici,
Ça va donner vert, jaune ou rouge. Donc, vert, ça va super bien. Jaune, il y a des ondes de vigilance. Rouge, il faut travailler fort. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une vision, comment je pourrais dire, un œil à l'horizontale de bien connaître où sont les difficultés majeures de vos élèves. Comme on voit que cet élève-là, si on avait à choisir quelque chose en premier, on irait travailler l'usage, la révision, et s'en suivrait la correction. Donc, ça nous permet vraiment de voir ça. Et ça donne une couleur à la fin, qui permet de savoir si on a besoin de groupe de soutien ou pas. Et dans le bas, tout va s'accumuler. Tout ce que vous avez, tout ce que vous avez mis va se calculer. Donc, ce que ça vous permet de voir, c'est l'endroit où vous allez avoir le plus haut chiffre dans le rouge, bien, c'est comme, wow, dans ma classe, je dois vraiment travailler ça en premier. Donc, ça vous donne une idée de votre élève, comment il va, ses forces, ses défis, mais aussi dans votre classe. Donc, ça vous permet de voir que, par exemple, si on finit de comptabiliser tout votre groupe, qui est en fait les copies que vous avez corrigées, vous allez voir, par exemple, qu'en correction, bien, il y a un gros travail à faire, donc vous allez plancher là-dessus. Mais ça vous permet aussi de voir en vert, c'est quoi les forces de votre groupe. Donc, ça donne une vision et du groupe et détaillée pour chacun des élèves. Là, moi, je l'aime bien gros, mon petit tableau, là. Comment vous le trouvez, là? J'aimerais ça. J'espère que vous aimez ça. Parce que j'y crois, là, puis je suis vraiment contente de vous le présenter. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous comprenez comment fonctionne le document? Bon, bien, Madame Isabelle a hâte de l'utiliser. Bien, allez-y, vous pouvez rentrer ce que vous avez compilé pour votre élève live. OK? Donc, j'ai déjà quelqu'un, la personne qui avait l'élève 10 est en train de remplir le document. Je vais faire un petit rafraîchissement. Je reviens dans quelques... Puis moi, ben, aujourd'hui, je décide que les élèves sont toutes moyennement motivés, OK? On va l'observer pour vrai, là. À l'impossible, nul n'est tenu. Et voilà. Alors, je vais juste vous montrer à droite ce qui se passe, hein? On voit les élèves. Ah, ça, c'est moi qui ai oublié d'enlever ça tantôt, je m'excuse. C'était personne dans le fond. Donc, on voit les élèves jaunes, ceux qui sont verts, ceux qui sont rouges, et ça nous permet vraiment d'observer. Pardon. Ça me permet vraiment d'observer qu'est-ce qui est travaillé plus spécifiquement avec chacun d'eux. Okay, donc, la planification, l'élève 10, Mathieu, Karianne. Donc, on voit très bien ici. Okay, donc là, c'est sûr que les tableaux ne sont pas complétés. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on voit aussi dans le bas, regardez ici le 3. On a 3 élèves qui semblent avoir des difficultés importantes en planification. On a des élèves qui sont très forts en mise en texte jusqu'à maintenant. On a des élèves très forts aussi, qui ont de la difficulté, c'est quoi ici? En grammaire. Dans le jaune, ici, j'ai un 8. Donc, vous voyez, tout se compile au fur et à mesure. Et tantôt, je pense que c'est Florence qui me posait une question super pertinente. Elle me disait, oui, mais moi, j'ai du 3, du 4, du 5 dans ma classe. Je fais du 3? Je fais du 3 portraits détaillés? Bien, moi, je pense que oui, parce que pour tout ce qui est syntaxe, ponctuation, usage, grammaire, il y a des choses que vous évaluez en 3 que vous évaluez en 5, pardon, que vous n'évaluez pas en 3. OK? Mais d'un autre côté, pour ce qui est stratégie rédactionnelle, vous le faites pour tout le monde. Mais ce n'est pas plus long de faire 3 que d'en faire juste 1. Donc, je pense que ça peut avoir une belle plus-value pour vous de séparer selon vos niveaux parce qu'on ne travaillera pas les mêmes choses nécessairement. OK? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'outil? Est-ce que je peux me permettre de poursuivre avec le portrait global, juste pour m'assurer que je rentre avec mon 3h15? Oui. Oui? On va faire ça. Donc là, je vais essayer de retourner dans ma présentation sans tout fermer par erreur. Oui!
Je m'en viens bonne. Oups, pardon. J'ai parlé trop vite, il faut croire. Bon. Alors, maintenant, le portrait global. OK, ça, c'est comme la phase 2. OK, donc là, maintenant, vous savez, chaque élève, qu'est-ce qui va bien, c'est quoi ses défis, mais aussi total tout pour votre classe. Maintenant, le portrait global, lui, va servir à quoi? Lui, ça va vraiment donner une vue d'ensemble en un coup d'œil, des forces, des défis. Puis aussi, il va faciliter la formation des sous-groupes qui présentent des besoins semblables pour l'enseignement intensif ou pour l'enseignement à distance. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des groupes de soutien avec l'orthopédagogue, mais moi, je pensais beaucoup dans le cadre d'enseignement à distance. Là. Demain matin, on est tous confinés, on enseigne tout à distance. On veut encourager les élèves à venir en classe. Mais si on veut pouvoir dire toi, puis toi, je veux voir à telle heure, on veut au moins s'assurer que ça va être pertinent pour eux. Donc, par exemple, ça, c'en est un portrait global, OK, que j'ai pris dans le référentiel d'intervention. Donc là, on voit que chaque personne, planification, on les a mis dans le moins ou dans le plus. Donc, bien entendu, les élèves qui étaient en palier 1, 2, on va les inscrire dans le moins. Dans le plus, ceux qui vont avoir 3, 4, 5. 3, on hésite, là, mais bon, 4 et 5, c'est sûr que ça va ici. 1 et 2, ça va là. Donc là, ça, c'est notre sous-groupe de besoins. C'est le sous-groupe qu'on va former en Teams pour notre enseignement à distance. On ne recommande pas plus de 5 amis. OK? Donc ici, il faudrait faire comme 2 petits groupes, par exemple. OK? Donc là, on va remplir le nôtre. Parce que j'en ai fait un interactif. Donc là, je m'en vais vous le mettre dans le clavardage. J'ai mis le lien. Là, j'essaie de ramener ma souris sur mon écran principal. Ça ne fonctionne pas. Donc là, je vous demanderai d'aller remplir ce document-là. Donc, d'aller écrire le nom de votre élève ou son numéro au bon endroit. Donc, en planification, est-ce que l'élève 10, par exemple, est dans le moins ou dans le plus? Donc, d'aller l'écrire, d'aller écrire le nom. Donc là, on est directement en train de faire nos sous-groupes de besoins pour faire des petites capsules, pour prendre 3-4 élèves en avant si la distanciation sociale nous le permet, pour faire des petits groupes Teams. Donc là, on peut tout aller écrire là. C'est correct, on voyait bien avec l'exemple que vous avez fourni, que finalement, il y a 2 colonnes. Celui-là, c'est bon, ça. Bon, il y a une colonne moins, il y a une colonne plus, puis dans la vraie vie, mon document Word fonctionne. Donc, c'est d'aller écrire, dans le fond, le nom de chaque élève, si se situe dans le moins, dans le plus, pour chacun des éléments, pour chacune des sphères d'intervention. C'est juste ça. Tu sais? Donc, je vais vous l'envoyer, vous allez voir que dans la vraie vie, ça fonctionne. Vous pouvez même écrire à la main, c'est encore mieux. Ça, c'est une formule gagnante. OK? Donc, voilà. J'aimerais ça savoir, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez le goût d'utiliser? Est-ce que vous avez des commentaires, n'importe quoi, qu'on puisse jaser un petit peu? Je veux parler à quelqu'un, là. Ils sont timides aujourd'hui. Ah, j'ai beaucoup aimé. On nous demande souvent de faire toutes sortes de portraits de classe, là, que ce soit pour la conseillère en orientation. Puis je voulais justement monter un avec mon orthopédagogue. Donc, ça va me donner vraiment des beaux outils là, à explorer là, puis à mettre en pratique rapidement. Je te remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir, puis ça va me faire plaisir aussi de vous envoyer justement le portrait de classe détaillé qui était, je veux dire, le canevas de départ était, on le fait avec le service des ressources éducatives du centre de service des affluents, mais qu'on a retravaillé ici à la FGA. Donc, je suis contente de voir qu'on peut utiliser des outils comme ça chez nous aussi. Et d'ailleurs, pendant la pause, j'ai eu une discussion justement avec Brigitte, là, justement sur comment on fait en FBC quand on a beaucoup de monde. Hein? Donc, elle va sûrement s'assurer de son côté de faire la pratique avec avec l'orthopédagogue. Donc, merci Brigitte. Merci. Là, j'ai Anne qui écrit « J'ai tellement le goût d'utiliser cela, je parlerai avec ma CP extraordinaire, Mme Sylvie Verrette. » Mais oui, je crois que mes collègues en pré-sec et mes collègues ortho aimeraient travailler ainsi. C'est un bijou parce que c'est fou tout ce qu'on fait comme observation puis ce qu'on remarque. Tantôt, je parlais avec Isabelle, j'espère que je vais bien dire ton nom de famille, Isabelle Dacruz.
En tout cas, je m'excuse si je l'ai mal prononcé. On parlait aussi Non, des c'est élèves. parfait. C'est parfait. Oui. On parlait des élèves de francisation, que ça permettait justement de cibler des choses qui étaient plus propres des fois à la langue, puis d'autres qu'on pouvait faire plus en grand groupe. Donc, ça permet vraiment de cibler des besoins plus particuliers. Je vous ai mis le lien dans le clavardage pour l'évaluation de l'atelier. Donc, bien entendu, si je veux m'améliorer, j'aimerais beaucoup que vous le remplissiez. Je pense que ça va faire plaisir aussi à Laurent là, de pouvoir faire un bilan de cette grosse journée-là. Mais tenez pas compte du portrait global, c'est de sa faute à lui si ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre ça sur mon dos, Amélie. J'espère. C'est la moindre des choses. Mais je suis allé voir les paramètres de partage du document. Par contre, ils sont bel et bien partagés. Il y a même des gens qui sont allés, qui ont réussi à le modifier. Donc, il faudra peut-être utiliser un autre mode de partage de documents comme Google Documents, par exemple. N'essaie pas de te réchapper. Donc, je vous remercie beaucoup. J'aurais vraiment aimé ça. Laurent, ça aurait été vraiment bien si on avait eu plus de temps pour faire vraiment l'activité au complet. Mais bon, malheureusement, c'est la vie. Mais ça a été très agréable, même si on était en ligne. Là, à part le petit problème avec le portrait global, le reste, tous les autres documents, les participants ont pu les remplir. Puis tout a été tigidou laï. Super. Et merci beaucoup, Amélie, d'avoir accepté d'animer un atelier avec nous autres. Merci. Ça m'a fait plaisir. Alors, je vous remercie. Puis, si vous avez des questions ou vous avez besoin de matériel précisément, Laurent, est-ce que je t'envoie à toi le matériel ou si vous voulez une version enseignant-participant de la présentation PowerPoint, peut-être que je pourrais te transmettre, que je pourrais t'envoyer ça, puis on pourrait faire un envoi général. Oui, on pourrait avoir un envoi à tout le monde, oui. C'est bon. Alors je vous remercie beaucoup pour votre participation, puis j'espère pouvoir vous voir en vrai dans un futur proche. Merci. Merci, Amélie. Merci. Bye bye.